Patrice Lumumba, né le 2 juillet 1925 sous le nom d'Isaïe Tasumbu Tawosa, de Julienne Wamotolo Menja et de son mari François Tolenga Otechima, agriculteur à Onalua dans la région de Katakokombe de la province du Kasaï au Congo belge. Membre de l'ethnie Tetela, il naît sous le nom d'Elias Okitasombo. Son nom de famille d'origine signifie héritier maudit et est dérivé de mot Tetela, Okita, Okito, héritier, successeur, et Asombo, personne maudite ou ensorcelée qui mourront rapidement. Il a 3 frères, Charles Lokolonga, Émile Kalema et Louis Onema Pene Lumumba, et un demi-frère, Jean Tolenga. Élevé dans une famille catholique, il est scolarisé dans une école primaire protestante, une école missionnaire catholique et enfin à l'école de formation de poste du gouvernement où il réussit le cours d'un an en avant avec distinction. Il est connu pour être un jeune homme précoce et loquace, soulignant régulièrement les erreurs de ses professeurs devant ses camarades. Ses francs-parlers finira sa vie et sa carrière. Lumumba parle le Tetela, le français, le Lingala, le Swahili et le Chiluba. En dehors de ses études régulières, Lumumba s'intéresse aux idéaux des Lumières de Jean-Jacques Rousseau et de Voltaire. Il aime également Molière et Victor Hugo. Il écrit des poèmes dont beaucoup ont des thèmes anti-impérialistes. Il travaille comme vendeur de bière ambulant à Léopoldville et comme employé de poste à Stanleyville pendant 11 ans. Lumumba se marie 3 fois. Il épouse Henriette Maletaoua 1 an après son arrivée à Stanleyville. Il divorce en 1947. La même année, il épouse Hortense Sombosia. Mais cette relation est également rompue. Il entame alors une liaison avec Pauline Quié. Alors qu'il n'a pas d'enfant avec ses 2 premières épouses, sa relation avec Quié donne naissance à un fils, François Lumumba. Bien qu'il soit resté proche de Quié jusqu'à sa mort, Lumumba a mis fin à leur liaison pour épouser Pauline Opango en 1951. En 1952, il est engagé comme assistant personnel du sociologue français Pierre Clément, qui réalise une étude sur Stanleyville. Cette année-là, il est également cofondateur puis président d'une association de Stanleyville, de l'association des anciens élèves des pères de Schott, ADAPES en sigle. Une association d'anciens élèves des écoles de Schott, bien qu'il n'en ait jamais fréquenté. En 1955, Lumumba devient chef régional de cercle de Stanleyville et adhère au Parti libéral de Belgique. Il édite et distribue la littérature du parti.
Entre 1956 et 1957, il écrit son autobiographie, publiée à titre posthume en 1962. Après un voyage d'études en Belgique en 1956, il est arrêté pour avoir détourné $2 500 de la poste. Il est reconnu coupable et condamné un an plus tard à 12 mois de prison. Après sa libération, Lumumba participe à la fondation du parti Mouvement National Congolais MNC en sigle en 1958 et en devient rapidement le leader. Le MNC, contrairement à d'autres partis congolais qui se développent à l'époque, ne s'appuie pas sur une base ethnique particulière. Il promeut un programme qui comprend l'indépendance, l'africanisation progressive du gouvernement, le développement économique dirigé par l'État et la neutralité dans les affaires étrangères. Lumumba bénéficiait d'un large soutien populaire, ce qui lui conférait une plus grande autonomie politique de ses contemporains qui dépendaient davantage des relations belges. Lumumba était l'un des délégués qui représentait le MNC à la conférence panafricaine de peuples qui s'est tenue à Accra, au Ghana, en décembre 1958. Lors de cette conférence internationale organisée par le président ghanéen Kwame Nkrumah, Lumumba renforce ses convictions panafricanistes. Nkrumah est personnellement impressionné par l'intelligence et les capacités de Lumumba. En 1959, le MNC se scinde entre le MNC et Lumumba, majorité dirigée par Lumumba, et le MNC Kalonji, plus radical et fédéraliste. Fin octobre 1959, Lumumba, en tant que leader du MNC, est arrêté pour avoir incité une émeute anticoloniale à Stanleyville, au cours de laquelle 30 personnes sont tuées. Il est condamné à 6 mois de prison. La date d'ouverture du procès, le 18 janvier 1960, correspondait au premier jour de la conférence de la table ronde congolaise à Bruxelles, destinée à élaborer un plan pour l'avenir du Congo. Malgré l'emprisonnement de Lumumba, le parti MNC remporte une majorité convaincante aux élections locales de décembre au Congo. Grâce à la forte pression exercée par les délégués bouleversés par le procès de Lumumba, ce dernier est libéré et autorisé à participer à la conférence de Bruxelles. La conférence s'est achevée le 27 janvier 1960 par une déclaration d'indépendance du Congo. Elle fixe la date de l'indépendance au 30 juin 1960 et prévoit la tenue d'élections nationales du 11 au 25 mai 1960. Le MNC remporte la majorité relative lors des élections. 6 semaines avant la date de l'indépendance, Walter Genshoff van der Merch est nommé ministre belge des Affaires africaines.
Il réside à Léopoldville et devient de facto le ministre résident de la Belgique au Congo, qu'il administre conjointement avec le gouverneur général Hendrik Cornelis. Il est chargé de conseiller le roi Baudouin sur le choix d'un formateur. Le 8 juin 1960, Genshoff s'envole pour Bruxelles afin de rencontrer le roi Baudouin. Il fait 3 propositions de formateurs. Lumumba, en tant que vainqueur des élections, Joseph Kasavubu, la seule personnalité jouissant d'une réputation nationale fiable et associée à l'opposition coalisée, ou une 3e personne à déterminer qui pourrait unir des blocs concurrents. Genshoff rentre au Congo le 12 juin 1960. Le lendemain, il désigne Lumumba comme délégué informateur chargé d'étudier la possibilité de former un gouvernement d'union nationale comprenant des hommes politiques aux opinions très diverses avec pour date limite le 16 juin 1960. La fête de l'indépendance est célébrée le 30 juin 1960 lors d'une cérémonie à laquelle assistent de nombreux dignitaires dont le roi Baudouin de Belgique et la presse étrangère. Le discours de Baudouin fait l'éloge de l'évolution de la situation sur le colonialisme et fait référence au génie de son arrière-grand-oncle Léopold II de Belgique, passant sous silence les atrocités commises sous son règne sur l'État libre du Congo. Ne compromettez pas l'avenir par des réformes hâtives et ne remplacez pas les structures que la Belgique vous remet avant d'être sûr de pouvoir faire mieux. N'ayez pas peur de vous adresser à nous. Nous resterons à vos côtés, nous vous conseillerons. Lumumba, qui n'avait pas prévu de prendre la parole, prononce un discours impromptu qui rappelle à l'auditoire que l'indépendance du Congo n'a pas été accordée avec magnanimité par la Belgique. Cette indépendance du Congo, bien que proclamée aujourd'hui par accord avec la Belgique, pays ami avec lequel nous sommes sur un pied d'égalité, aucun Congolais digne de son nom ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte qu'elle a été conquise, une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte qui ne nous a épargné ni privation, ni souffrance, et pour laquelle nous avons donné nos forces et notre sang. Nous sommes fiers de ce combat de larmes, de feu et de sang jusqu'au plus profond de notre être, car c'était un combat noble et juste et indispensable pour mettre fin à l'esclavage humiliant qui nous était imposé par la force. Dixie Lumumba. Fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Le matin du 5 juillet 1960, le général Émile Janssens, commandant de la force publique, face à l'agitation croissante dans les rangs congolais, convoque tous les troupes en faction au camp Léopold II. Il exige que l'armée maintienne sa discipline et écrit sur un tableau noir
avant indépendance égale après indépendance. Le soir même, les Congolais saccagent la cantine en signe de protestation contre Janssen. Il alerte la garnison de réserve au camp Hardy à 95 000 km de là, à Tisville. Les officiers tentent d'organiser un convoi vers le camp Léopold II pour rétablir l'ordre, mais les hommes se mutinent et s'emparent de l'armerie. La crise s'ensuit domine le mandat du gouvernement Lumumba. Le lendemain, Lumumba révoque Janssen et promeut tous les soldats congolais d'un grade, mais des mutineries se répandent dans les Bas-Congo. Bien que le trouble soit très localisé, les pays semblent envahis par des bandes de soldats et de pillards. Les médias rapportent que les Européens fuient les pays. En réponse, Lumumba annonce à la radio des réformes profondes sont prévues dans les secteurs. Mon gouvernement fera tous les efforts possibles pour que notre pays ait un autre visage dans quelques mois, quelques semaines. Malgré les efforts du gouvernement, les mutineries se poursuivent. Le mitin de Léopoldville et de Tisville ne se rendent que sur intervention personnelle de Lumumba et du président Kasavubu. Le 8 juillet, Lumumba rebaptise la force publique Armée nationale congolaise, ANC en cycle. Il africanise la force en nommant le sergent-major Victor Lundula, général et commandant en chef, et choisit le ministre des second rang et anciens soldats Joseph Mobutu, colonel et chef d'état-major de l'armée. Ces promotions ont été faites en dépit de l'inexpérience de Lundula et de rumeurs sur les liens de Mobutu avec les services de renseignement belges et américains. Tous les officiers européens de l'armée ont été remplacés par des Africains, quelques-uns ayant été conservés comme conseillers. Le lendemain, les mutineries s'étendent à l'ensemble du pays. 5 Européens, dont le vice-consul italien, tombent dans une embuscade et se sont tués par tir de mitrailleuses à Elisabethville. Et la quasi-totalité de la population européenne de Lulabour se barricade dans un immeuble de bureaux pour se mettre à l'abri. Lumumba et Kasavubu entreprennent une tournée à travers le pays pour promouvoir la paix et nommer de nouveaux commandants de l'armée. La Belgique intervient le 10 juillet en envoyant 6 000 soldats au Congo, soi-disant pour protéger ses citoyens de la violence. La plupart des Européens se rendent dans la province du Katanga, qui possède une grande partie des ressources naturelles du Congo. Bien que personnellement irrité, Lumumba approuve l'action le 11 juillet à condition que les forces belges n'agissent que pour protéger leurs citoyens, suivent les directives des forces armées congolaises et cessent leurs activités une fois l'ordre rétabli.
Lumumba décide de se rendre à New York afin d'exprimer personnellement la position de son gouvernement aux Nations Unies. Peu avant son départ, il annonce qu'il a signé un accord économique avec un homme d'affaires américain qui a créé la Congo International Management Corporation, CIMCO, en sigle. Selon le contrat qui doit être ratifié par le Parlement, la CIMCO doit former une société de développement pour investir et gérer certains secteurs de l'économie. Il déclare également approuver la deuxième résolution du Conseil de sécurité, ajoutant que l'aide soviétique n'est plus nécessaire, et annonce son intention de demander une assistance technique aux États-Unis. Le 22 juillet, Lumumba quitte le Congo pour New York. Lui et son entourage atteignent les États-Unis 2 jours plus tard, après de brèves escales à Accra et à Londres. Là, ils ont rendez-vous avec la délégation de l'ONU à l'hôtel Barclay pour préparer les réunions avec le fonctionnaire des Nations Unies. Lumumba s'attache à discuter avec Daga Major du retrait des troupes belges et des diverses options d'assistance technique. Frustré par l'apparente inaction des Nations Unies à l'égard du Katanga au moment où il quitte les États-Unis, Lumumba décide de retarder son retour au Congo. Il s'est rendu dans plusieurs États africains. Il s'agissait apparemment de faire pression sur Daga Machol, le secrétaire général des Nations Unies, et à défaut d'obtenir des garanties de soutien militaire bilatéral pour supprimer les Katanga. Entre le 2 et le 8 août, Lumumba se rend en Tunisie, au Maroc, en Guinée, au Ghana, au Libéria et au Togo. Il est bien accueilli dans chaque pays et publie des communiqués conjoints avec leurs chefs d'État respectifs. La Guinée et le Ghana s'engagent à fournir un soutien militaire indépendant, tandis que les autres pays expriment leur désir de travailler par l'intermédiaire des Nations Unies pour résoudre la sécession katangaise. Au Ghana, Lumumba signe un accord secret avec le président Nkrumah, prévoyant la création d'une union des États d'Afrique. Il convient d'organiser un sommet des États africains à Léopoldville entre le 25 et le 30 août pour discuter plus en avant de la question. Lumumba retourna au Congo, apparemment convaincu qu'il pouvait désormais compter sur l'aide militaire africaine et qu'il pouvait obtenir une aide technique bilatérale africaine, ce qui les mettait en porte-à-faux avec l'objectif d'Daga Major de faire transiter l'aide par l'ONU. Lumumba et certains ministres se méfient de l'option des Nations Unies qui leur fournirait des fonctionnaires qui ne répondraient pas directement à leur autorité.
commence à craindre un coup d'État lumumbiste. Le soir du 5 septembre, Kasavubu annonce à la radio qu'il a limogé Lumumba et 6 de ses ministres du gouvernement pour le massacre au Sud Kivu et pour avoir impliqué le soviétique au Congo. En attendant l'émission, Lumumba se rend à la station de la radio nationale qui est sous la garde des troupes des Nations Unies. Bien qu'elle ait reçu l'ordre d'interdire l'entrée de Lumumba, les troupes des Nations Unies autorisent le Premier ministre à entrer car elles n'ont pas reçu d'instructions spécifiques pour utiliser la force contre lui. Lumumba dénonce son limogeage à la radio comme étant illégitime et qualifie à son tour Kasavubu de traître et le déclare déposé. Kasavubu n'a pas déclaré l'approbation de sa décision par le ministre responsable, ce qui rend son action juridiquement invalide. Lumumba le note dans une lettre à Major, le secrétaire général des Nations Unies, et dans une émission de radio à 5h30 le 6 septembre. Plus tard dans la journée, Kasavubu réussit à obtenir les contre-signatures d'Albert Deveau, ministre résident en Belgique, et de Justin-Marie Bomboko, ministre des Affaires étrangères. Avec eux, il annonce à nouveau le limogeage de Lumumba et de 6 autres ministres à 16h à la radio de Brazzaville. Lumumba et les ministres qui sont restés fidèles ordonnent l'arrestation de Delvaux et de Bomboko pour avoir consigné l'ordre de révocation. Ces derniers se réfugient au palais présidentiel, gardé par les troupes des Nations Unies. Mais tôt le matin du 7 septembre, il est arrêté et enfermé dans la résidence du Premier ministre. Pendant ce temps, la Chambre des députés s'est réunie pour discuter de l'ordre de révocation de Kasavubu et entendre la réponse de Lumumba. Delvaux fait une apparition inattendue et monte sur l'estrade pour dénoncer son arrestation et déclare sa démission du gouvernement. Il est applaudi avec enthousiasme par l'opposition. Lumumba prononce ensuite son discours. Au lieu d'attaquer directement Kasavubu et homonyme, Lumumba accuse le politicien obstructionniste Elabako d'utiliser la présidence comme façade pour déguiser leurs activités. Il note que Kasavubu n'avait jamais critiqué le gouvernement et a décrit les relations comme une relation de coopération. Il a reproché à Delvaux et au ministre des Finances Pascal Nkayi leur rôle dans les négociations de l'ONU à Genève et leur incapacité à consulter le reste du gouvernement. Lumumba fait suivre ses arguments d'une analyse de la loi fondamentale et termine en demandant au Parlement de réunir une commission des sages pour examiner le problème du Congo. Le 14 septembre, Mobutu annonce à la radio qu'il lance une révolution pacifique pour sortir de l'impasse politique, neutralisant ainsi le président, les gouvernements respectifs de Lumumba et d'Iléo, ainsi que le Parlement jusqu'au 31 décembre. Il a déclaré que les techniciens dirigeraient l'administration pendant que les politiciens régleraient leurs différends. Lors d'une conférence de presse ultérieure, il a précisé que les diplômés congolais de l'université seraient invités à former un gouvernement et a déclaré que
tous les pays du bloc de l'Est devaient fermer leurs ambassades. Lumumba est surpris par les coups d'État et se rend le soir même au camp Léopold II à la recherche de Mobutu pour tenter de le faire changer d'avis. Il y passe la nuit, mais est attaqué au matin par des soldats Luba qui lui reprochent les atrocités commises au sud Kasaï. Un contingent ghanéen des Nations Unies réussit à l'expulser du camp Léopold II. Le 24 novembre, l'ONU vote la reconnaissance des nouveaux délégués de Mobutu à l'Assemblée générale sans tenir compte des nominations initiales de Lumumba. Lumumba décide de rejoindre le vice-premier ministre Antoine Gizenga à Stanleyville et de mener une campagne de reconquête du pouvoir. Le 27 novembre, il quitte la capitale dans un convoi de 9 voitures avec Rémy Mwamba, Pierre Moulele, sa femme Pauline et son plus jeune enfant. Au lieu de se diriger en toute hâte vers la frontière de la province orientale où des soldats fidèles à Gizenga l'attendent, Lumumba temporise en faisant les tours des villages et en discutant avec les habitants. Le 1er décembre, les troupes de Mobutu rattrapent son groupe alors qu'il traverse la rivière Sankuru à Lodi. Lumumba et ses conseillers ont réussi à atteindre l'autre rive, mais sa femme et son enfant sont laissés en captivité sur la berge. Craignant pour leur sécurité, Lumumba reprend le bac contre l'avis de Mwamba et de Moulele qui, craignant de ne plus le revoir, lui font leurs adieux. Les hommes de Mobutu l'arrêtent, le transfèrent à Port-Franqui le lendemain et le ramènent par avion à Léopoldville. Mobutu affirme que Lumumba sera jugé pour avoir incité l'armée à la rébellion et pour d'autres crimes. Lumumba est d'abord envoyé le 3 décembre 1960 à la caserne militaire de Tisville, au camp Hardy, à 150 km de Léopoldville. Il est accompagné de Maurice Mpolo et de Joseph Okito, des associés politiques qui avaient prévu de l'aider à mettre en place un nouveau gouvernement. Le gardien de la prison les ont mal nourris, conformément aux ordres de Mobutu. Dans la dernière lettre documentée de Lumumba, il écrit à Rajavwar Dayal, en un mot, nous vivons dans des conditions absolument impossibles. De plus, elles sont contraires à la loi. Le matin du 13 janvier 1961, la discipline au camp Hardy vacille. Les soldats refusent de travailler s'ils ne sont pas payés. Ils ont reçu au total 400 000 francs du cabinet du Katanga. Certains soutiennent la libération de Lumumba,
d'autres pensent qu'il est dangereux. Kasavubu Mobutu, le ministre des Affaires étrangères Justin-Marie Bomboko et le chef des services de sécurité Victor Nenda Kabika arrivent personnellement au camp et négocient avec les troupes. Le conflit est évité, mais il devient évident que la détention d'un prisonnier controversé dans le camp constitue un trop grand risque. Harold Charles d'Aspermont Linden, dernier ministre belge des colonies, ordonne que Lumumba, Mpolo et Okito soient amenés dans l'est du Katanga. Lumumba est maîtrisé des forces lors du vol vers Elisabethville le 17 janvier 1961. À l'arrivée, ses associés et lui-même, Okito Mpolo, sont conduits en état d'arrestation à la maison Brewers, où ils sont brutalement battus et torturés par des officiers katangais, tandis que le président Tshombe et son cabinet décident de ce qu'il convient de faire de lui. Plus tard dans la nuit, Lumumba est conduit dans un endroit isolé où, selon les rapports, 3 pelotons d'exécution ont été rassemblés et commandés par l'officier contractuel belge Julien Gatt. Les ordres d'assassiner Lumumba ont été donnés par les dirigeants katangais. L'inspecteur de la police belge Frank Velchoura et Gatt. Le sociologue Ludo de Witt soutient également la thèse de l'implication de Velchoura et de Gatt et de l'exécution en grande partie réalisée par des contretemps belges, ce qui a permis aux Belges, aux Américains et aux MI6 de classer leurs plans d'assassinat. Alan Dulles, qui dirigeait alors la Central Intelligence Agency, la CIA, a soutenu le meurtre car il avait entendu Eisenhower souhaiter que Lumumba tombe dans une rivière pleine de crocodiles. Cependant, l'implication d'Eisenhower dans l'assassinat reste hypothétique. Plus tard, une commission d'enquête belge conclut que l'exécution avait été effectuée par les autorités du Katanga. Elle a rapporté que le président du Katanga, Tshombe, et 2 autres ministres étaient présents, ainsi que 4 officiers belges sous le commandement des autorités katangaises. Lumumba, Mpolo et Okito ont été alignés contre un arbre et fusillés l'un après l'autre. L'exécution aurait eu lieu le 17 janvier 1961
entre 21h40 et 21h43 selon le rapport belge. Les corps sont jetés dans une fosse peu profonde. Le lendemain matin, sur ordre du ministre de l'Intérieur Katangé Godefroid Mounongo, qui voulait faire disparaître les corps et empêcher ainsi la création d'une sépulture, ce pied de gendarmerie belge Gérard Sowet et son équipe déterrent et démembrent le cadavre, les dissolvent dans de l'acide sulfurique tandis que les os sont broyés et dispersés. En nous penchant vers la vie et l'héritage de Patrice Lumumba, nous nous rappelons que son histoire n'est pas seulement un chapitre de l'histoire, mais un phare intemporel d'espoir et d'aspiration. Malgré les forces qui se sont dressées contre lui, l'engagement inébranlable de Lumumba en faveur de la liberté et de la justice continue de résonner et d'éclairer le chemin des générations futures. En honorant sa mémoire, nous nous engageons à poursuivre son rêve d'un monde plus juste et plus équitable. Car comme l'a dit Lumumba lui-même, le jour viendra où l'histoire parlera. Mais ce ne sera pas l'histoire que Bruxelles, Paris, Washington ou les Nations Unies enseigneront, mais celle qui enseigneront dans les pays émancipés du colonialisme et de ses marionnettes. Faisons en sorte que la vision de Lumumba d'une indépendance et d'une autodétermination véritable perdure nous guide vers un avenir plus radieux pour tous.